Good afternoon and welcome to the 20... Bon après-midi, bonjour. Nous vous accueillons à cette initiative vedette qui est pour les jeunes entrepreneurs. Stephen Jackson, je me présente, je suis de la Banque mondiale. Si vous voulez bien vous joindre à moi... Kim, Sean Penn, Maria Costa, Alan Blue, Blanca Trevino, Ashish Thakkar, and Antonio Caño. This event... Ceci est un webcast en direct, en anglais, à liveworldbank.org et en espagnol, bancomondial.org. Nous vous invitons à participer donc à cette discussion en direct, en ligne, et la conversation pourra être suivie à Twitter. Et ce sera donc Soy Emprendedor. Donc aujourd'hui, le présentateur est M. Caño, qui est le rédacteur en chef d'Al País, qui est le grand journal hispanophone, et référence incontournable dans le monde hispanophone. Il présente également des émissions de télévision et je lui passe donc la parole. Monsieur Caño, vous avez la parole. Merci. Bonjour, je vous remercie. Mais non, parce qu'on l'a elle. Tout est absolument formidable et nous pouvons simplement dire que les choses vont fort bien. Nous venons tous ici pour ouvrir un dialogue extrêmement important et donc j'aimerais vous féliciter tout d'abord la Banque de cette initiative qui comporte donc l'invitation de tous ces participants qui nous parleront des jeunes et du caractère de l'entrepreneuriat. Ce dont nous avons parlé à Lima ces derniers jours et qui nous reste à décider encore, serait inutile si nous ne pouvons réussir à participer les jeunes entrepreneurs, tous ces jeunes d'aujourd'hui qui doivent être ceux qui vont mener l'avenir. Et cet avenir sera entre leurs mains et ils sont absolument essentiels. Il faut qu'ils participent à cet effort, ce qui fait que tous les projets, toutes les idées qui sont réalisées aujourd'hui doivent se poursuivre. Alors, nous remercions également le président de la Banque mondiale, non seulement en raison de cette rencontre qui est réellement le fruit d'un effort constant avec la Banque mondiale et ce, sous votre direction. Ces efforts ont permis de produire un ordre du jour consacré au progrès pour les jeunes. Et c'est là une partie extrêmement importante des travaux de la Banque à l'heure actuelle. Très bien. Nous allons donc tenir un débat très ouvert. Nous souhaitons que, en dehors de ce que vous pourriez en retirer, que vous nous posiez des questions. Et le niveau, je dirais, de la tribune garantit que ce sera une réalité, n'est-ce pas? Et j'aimerais également inviter ceux qui sont à la tribune de ne pas considérer que ceci est uniquement des questions-réponses, mais réellement de tenir une conversation. Donc, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. Nous aurons également la participation de questions de ceux qui nous suivent en direct, c'est-à-dire le grand public qui nous suit en ligne. Et le président de la Banque mondiale devra partir à mi-chemin, dirais-je, car il a d'autres engagements.
Mais nous allons nous efforcer de faire en sorte qu'il puisse nous dire, nous parler, s'exprimer et peut-être de nous donner des idées de nouveautés. Donc, je suis le modérateur et c'est ce dont je dois me charger. Avant d'ouvrir la conversation, nous avons une vidéo relativement courte, quelques minutes, que nous allons voir, qui va nous indiquer comment cette réunion a été conçue. Donc, des entretiens qui se sont tenus avec 400 personnes dans 43 pays du monde, et ce pour tenter de tirer des conclusions dont nous pourrions nous servir lorsque nous tiendrons notre débat et qui sera en quelque sorte le fil d'Ariane, une orientation de notre débat d'aujourd'hui. Si vous en convenez, nous allons donc commencer par la vidéo, après quoi je présenterai les panélistes que tous connaissent, bien sûr, donc ils n'auront pas besoin de présentation fournie. Voilà, regardons la vidéo si vous le voulez bien. Nous voulons que chaque jeune personne soit la solution de sa réalité pour son pays. La création d'emplois, l'exportation, tenace, résilient et patient. Nous devons savoir ce qui se passe pour produire des solutions. Nous sommes une génération où nous n'avons pas besoin de mentir. Nous voulons la vérité. Il n'est pas important ce que vous avez à dire, que vous soyez victorieux ou pas. Nous devons continuer. Trouver les besoins et les combler. Un client à la fois. J'aimerais que les gens sachent ce que nous faisons, qu'ils entendent parler de nous, qu'ils soient motivés et qu'ils lancent leur propre mouvement. Tout ce qui se passe, que ce soit bien ou mauvais, c'est un enseignement. Et bien sûr, avoir foi en soi. Résister, insister, persister. Pertinent dans l'industrie pour comprendre les tendances. Mais au Pérou, Startup, nous avons commencé notre activité. La grande question est qu'il n'y a pas suffisamment de suivi lorsque le gouvernement change. L'Université de Harvard a eu un rôle. Il y a de nombreux programmes, mais très souvent, nous n'en entendons pas parler. Les jeunes tels que nous, tels que vous, nous pouvons faire le changement. Nous devons être très braves et téméraires. Très bien. Ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, c'était une présentation relativement brève pour la bonne raison que nous vous connaissons tous. Vous êtes célèbres. Hein? À ma gauche, Alan Blue, cofondateur de LinkedIn. Nous avons parlé depuis quelques instants avant cette réunion, nous parlions de la façon dont LinkedIn devrait être prononcé. Donc la première chose, c'est qu'ils nous disent comment prononcer LinkedIn. Vous l'avez tout à fait bien prononcé. Très bien. LinkedIn et monsieur est chargé de la création de LinkedIn, de la communication. Vous savez que c'est une personne extrêmement intéressante. Mariana Costa, cofondatrice de Laboratoria, qui est une expérience extrêmement intéressante qui aide de nombreuses femmes à devenir des développeurs numériques. Et elle va nous parler de son activité. Et dans nos conversations tout à l'heure, elle m'a expliqué avec passion ce qu'elle faisait
le travail qu'il exécute, la passion étant ce dont elle nous parlera dans notre conversation. Et peut-être que nous allons pouvoir donner cette idée aux jeunes, ici et dans le monde entier. Le président de la Banque mondiale, vous le connaissez, je pense tous, et M. Penn, qui a remporté les Oscars et qui est la raison de ces foules que nous avons vues et bousculades à l'entrée. Sean Penn est fort connu. Il est réellement un héros de notre industrie, mais il est fort connu à titre humanitaire, dans ses missions humanitaires, tout particulièrement en Haïti. L'on parlera d'Haïti tout à l'heure. Monsieur Penn, vous nous parlerez de votre expérience en Haïti qui est absolument admirable. Blanca Treviño, qui est du Mexique, nous avons également parlé. Elle est directrice d'une société qui est énorme. Elle a des bureaux dans plus de 50 pays, mais elle me dit que c'est une société avec des biens mexicains. Tout comme elle, d'ailleurs, c'est manifeste de sa personnalité, de la façon dont elle procède dans son activité et de la réussite qu'elle a rencontrée dans Softec, qui est donc le nom de son entreprise. Et elle va nous en parler également. Et enfin, Ashish Thakkar, qui est connu en Afrique, dans le monde entier, qui a rédigé un ouvrage récemment nommé, si vous voulez bien me dire le titre, c'est la Bible, littéralement, pour de nombreux chefs d'entreprise. Le lion se réveille était le titre de son ouvrage. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je vais donc commencer par vous demander vos interventions. Alors, je voudrais que vous me parliez de votre expérience personnelle, de la passion que vous apportez à ces dernières, et je vous poserai certes des questions et vous y répondrez si vous le souhaitez, si vous pensez que c'est intéressant. Sinon, vous me direz ce qui vous intéresse réellement. Et je suis sûr que alors ce sera beaucoup plus intéressant pour chacun d'entre nous. Alors, nous allons commencer. Monsieur le Président, je sais que vous devez partir, donc je vous donnerai quelques instants avant que... Mais je resterai jusqu'à ce qu'on vienne me chercher, dit le président de la banque. Allez-y, allez-y. Je vous écoute. Dites-nous, en général, quel est le projet des jeunes entrepreneurs, les jeunes, et comment les jeunes font partie de votre travail et du travail de la banque. Eh bien, vous savez que j'ai été professeur pendant la plupart de ma vie adulte et j'ai été directeur d'université pendant assez longtemps. On me pose souvent la question, quel est votre conseil pour les jeunes? Alors, ce qui m'a frappé alors que nous sommes arrivés ici, mon conseil aux jeunes, c'est d'être acteur, de remporter, d'être lauréat de l'Oscar, d'avoir une femme qui est chanteuse et ensuite d'aller dans le pays le plus pauvre du monde. Voilà, ça c'est mon conseil à l'heure actuelle. Bon, je crois que tous ici sont des personnalités formidables. Alors, ce qui m'a le plus impressionné, je me suis rendu dans les projets de Sean en Haïti et si vous n'avez pas été en Haïti, c'est l'un des pays les plus pauvres, un environnement extrêmement difficile. J'y suis depuis 1997, donc c'est formidable que tout ce qu'il peut faire, eh bien, il vient nous en parler. Tous ceux qui sont ici, bien sûr, à la tribune. Donc, quelques éléments de réflexion, rapidement. Je travaille avec les jeunes, et ce depuis toujours, et on me pose la question, que faire maintenant, comment m'investir? Il y a toutes sortes de choses qui sont importantes, tout particulièrement si vous regardez ce qu'a fait Ashisha en Afrique, et si vous regardez les jeunes chefs d'entreprise, donc pour ouvrir ces entreprises, il y a des éléments qu'il va nous falloir mettre en place pour que les jeunes puissent réellement développer leur potentiel. Nombre de pays ont des politiques
qui oublient les jeunes. Par exemple, chez moi, en Corée. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous perdez de l'argent ou alors que vous n'avez pas pu rembourser vos prêts, non seulement on va prendre vos biens, mais toute la famille élargie, y compris vos cousins, seront sous la chape. Donc, si vous voulez, c'est un fardeau pour les chefs d'entreprise parce que votre famille vous dira toutes les semaines, oublie, ne fais pas ça. Donc, il nous faut une politique qui réellement va non seulement appuyer, mais même aller de l'avant pour les chefs d'entreprise, pour pouvoir prendre des risques. Alors, donc, c'est l'accès au capital tout d'abord, c'est vrai. C'est de plus en plus difficile dans les pays en développement, même pour les gouvernements, d'obtenir des capitaux. Donc, vous pouvez vous imaginer combien il est difficile pour les jeunes en Afrique, en Amérique latine, que d'obtenir des capitaux. Il nous faut nous assurer qu'il y a des systèmes qui existent afin que les jeunes qui veulent lancer leur propre entreprise ont accès à ces capitaux. Autre chose. Il y a également des groupes qui existent qui offrent une assistance technique très précise. Alors, si vous allez, par exemple, dans les grandes sociétés, McKinsey et autres, on vous parlera de la stratégie, on vous donnera toutes sortes de données, mais en fait, ce dont les chefs d'entreprise ont besoin, c'est un conseil technique des plus simples. À l'IFC, nous avons travaillé avec différents groupes qui offrent ce type de conseils qui permettront donc de développer des petites entreprises. Très peu de personnes arrivent dans la salle en sachant ce qu'il faut faire, donc ce conseil est important. Mais une chose, si les jeunes ici, en ligne et dans le public sont là, j'aimerais vous dire une chose. Nombre d'éléments négatifs peuvent intervenir sur la planète, pour les pauvres bien sûr, à moins que les jeunes n'insistent que nous, les personnes âgées, ne pourrions pas l'avenir tel que nous le faisons maintenant. Il vous faut vous éveiller à ce que le monde représentera en 2030, 40 et 50 si nous ne prenons pas des mesures maintenant. Tout ceci a trait bien sûr à l'égalité des possibilités, la croissance économique également qui permettra à tout un chacun d'avoir la possibilité de vivre une vie. C'est le problème. Nous avons 26% de tous les enfants dans les pays en développement qui n'ont pas un développement complet, c'est-à-dire le développement même de leur cerveau physiquement n'est pas normal, n'ont pas les connexions neuronales que les enfants qui peuvent avoir un développement normal. Donc c'est bien la taille selon l'âge qui est importante, absence de stimulation, absence de nutrition, et ça c'est des dégâts permanents. Si nous ne réglons pas le problème immédiatement dans ce cas, et donc littéralement qui handicape 26% des jeunes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mesure d'avoir un apprentissage total, si nous n'abordons pas la question du changement climatique maintenant, si nous ne changeons pas l'infrastructure, l'énergie, l'apport d'énergie, etc., si nous ne procédons pas, votre monde à vous va être complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Donc faites ce que vous avez à faire, trouvez votre passion et cultivez en vous-même comment dirais-je, une espèce de colère focalisée qui vous permettra de régler les problèmes, ce qui fait que tout un chacun, comme tout un chacun ici l'a fait. Parce que si nous n'avons pas d'accord en décembre, par exemple, de cette année sur le changement climatique, un gamin de 20 ans aujourd'hui, quand il aura 40 ans, va voir un monde qui est complètement différent du monde d'aujourd'hui. Donc, participez, engagez-vous pour ceux qui permettent l'accès au capital, faire en sorte que l'environnement soit bel et bon pour les jeunes, mais tout repose sur les jeunes qui seront engagés en participation et dès maintenant. Vous avez parlé des jeunes qui sont ici dans la salle. On s'imagine que certains de ces jeunes viendraient ici, disons, et diraient « D'accord, Monsieur le Président de la Banque mondiale, j'ai une idée, j'ai cette passion pour faire X ou Y, mais la banque n'a pas agi dans ce sens. L'économie dans mon pays ne va pas pouvoir se développer comme il le faut. Comment est-ce que je peux gérer mon idée et ma passion? Alors, pour vous, personnellement, Monsieur le Président, comment est-ce que vous allez m'aider, vous dira-t-on? Comment l'institution, comment est-ce que votre banque va m'aider? Eh bien, oui. Les banques telles que la nôtre, les banques de développement et la plupart des banques sont contre-cycliques, c'est-à-dire que
Lorsque le capital quitte les marchés émergents, nous l'augmentons. C'est ce à quoi nous sommes confrontés. La demande de capital et d'appui de notre part est extrêmement élevée et va augmenter dans le secteur privé. Certains de mes collègues de la banque qui s'occupent du secteur privé sont là. Eh bien, nous avons davantage de prêts pour les intermédiaires financiers pour la bonne raison que l'IFC, c'est-à-dire International Finance Corporation, est trop importante pour délivrer 10 000, 20 $ pour une PME. Mais nous appuyons les institutions financières locales pour ce faire. Nous avons des programmes spécifiques qui sont axés sur les jeunes. Nous ne les avons pas partout et l'un des vice-présidents est ici, pas partout donc, mais nous sommes axés sur l'augmentation de l'accès, l'ouverture de l'accès. Le livre best-seller de M. Pickening, Le Capital pour le XXIe siècle, indique qu'il y a une égalité car il y a toujours une augmentation du capital, besoin en capital que les revenus. Et c'est vrai, ça a toujours été vrai, tout du moins pour la période qui a été examinée par M. Piketty. Alors que faites-vous ? Il vous faut tout simplement vous tordre les mains et dire « Oh mon Dieu, l'inégalité s'aggrave ». Nous, notre démarche, c'est nous sommes une banque et en fait, nous avons accès à toutes sortes de capitaux, 65 milliards l'an dernier, par exemple, qui a été déboursé. Et bon nombre ont dit qu'un capital est donc peureux et l'autre a besoin d'un compas. Nous avons il nous faut donc cette possibilité morale pour dire qu'à l'heure actuelle, il va nous falloir travailler d'arrache-pied pour donner accès au capital à ceux qui, jusque-là, ne l'ont pas eu. Donc, c'est ce que nous faisons et c'est vrai qu'il y a des risques, on nous a critiqués en la matière, certes, mais nous nous efforçons réellement de faire en sorte que le capital soit mis entre les mains de jeunes entrepreneurs, par exemple, dans différentes communautés, par exemple celle où j'ai travaillé, mais ce n'est pas facile, mais c'est ce que nous essayons de faire. Monsieur Penn, vous avez une expérience directe en Haïti. Vous connaissez le mot besoin et aide. Très souvent, vous les entendez souvent. Parlez-nous donc de votre expérience en Haïti, du fait que les institutions internationales aident ou n'aident pas dans cette situation. Je suggérerais que l'un des éléments, c'est vrai que lorsqu'on s'investit en Haïti, pour moi, ça a été la découverte qui est une question de réseautage et autres. Et c'est une opportunité pour les jeunes chefs d'entreprise dans les pays en développement. Il y a une population que j'appelle déjà préparée, amorcée, c'est-à-dire, moi-même, je l'ai vu en Haïti, car nous avons créé une organisation à but non lucratif et une organisation qui essaye de ne pas être destructive, c'est-à-dire que l'on espère que nous serons pérennes une fois que nous serons partis. Et c'est le récit qui devrait être connu par les jeunes chefs d'entreprise. Donc, c'était dans la phase d'urgence où je suis intervenu après le tremblement de terre. Donc, nous avons acheté, par exemple, des radiographies. Et nous avons pensé que certains dispensaires en auraient besoin. Nous avons formé des personnes et nous avions besoin de cette radiographie dans un hôpital, donc à 2 h du matin, à Port-au-Prince, pour la faire arriver à l'hôpital. Je suis revenu, je m'en souviens, en laissant l'autre dans notre camp. Et à 3 heures, il nous a fallu 3 heures pour les livrer. Et quand je suis revenu, j'ai vu donc une radiographie sur le mur et j'ai dit d'où ça vient. Et l'un de nos volontaires de 26 ans avait lu le manuel et faisait déjà des radios sur les malades 3 heures après que cette machine était installée. Le lendemain, nous nous sommes assurés qu'il y avait toute sécurité et nous nous sommes aperçus que tout était absolument assuré. Qu'est-ce que ça me dit du climat pour la création d'entreprises? Alors, en raison de l'interconnectivité, étant donné la fin en quelque sorte, et aujourd'hui l'exposition, la capacité dans le monde entier, dans ces pays en développement, d'avoir accès aux rêves éventuels que l'on aurait, c'est sans doute le meilleur moment d'opportunité pour les jeunes chefs d'entreprise.
Et lorsque l'on pense, par exemple, à l'organisation en soi, quand on sort des ONG républicaines, disons, comme on les appelle en Haïti, c'est tout à fait le cas. Dans l'ensemble, les ONG ont fait autant de mal, je crois, que de bien dans le monde. C'est parce que l'on n'a pas toujours compris ce qui est capitaliste est en fait le mouvement le plus participatif investi pour un pays en développement, de véritables opportunités, un véritable investissement. Donc, ce que nous avons tenté de comprendre pour combler des besoins où il n'y avait pas l'infrastructure nécessaire, et nous avons tenté d'aller de l'avant, c'est de nous focaliser sur l'agroforesterie, ce qui a été créé, et donc pour faire un pays qui était jusque-là importateur intégral, en faire un exportateur. Donc notre organisation à l'avenir, en voyant les investissements que nous avons réalisés avec l'appui et le leadership du président Hollande, de Sean Parker, et du côté donc consultance des entreprises pour les entreprises avec le ministre Pierre, le président bien sûr d'Haïti. À l'avenir, nous avons un projet sur 10 ans d'agroforesterie, et qu'à l'avenir, il y a des opportunités extraordinaires pour les chefs d'entreprise quand ce climat et ces projets sont axés sur la chose et qu'ils sont robustes. Et donc, c'est dans l'ensemble une possibilité de multiplication de l'esprit d'entreprise, car tout ceci aura trait à, par exemple, passer du charbon à la technologie verte, au solaire. Donc, je suis là en quelque sorte un représentant de commerce et en quelque sorte également quelqu'un qui encourage les jeunes chefs d'entreprise de ne se pas laisser dissuader par l'idée que, vous savez, ça n'est pas forcément négatif qu'on fasse mieux, qu'on paye mieux ceux qui commencent aujourd'hui, passant d'1 $ à 5. Alors, en Haïti, est-ce que vous avez la collaboration du gouvernement pour les investissements que vous avez réalisés? Est-ce que vous avez besoin de la collaboration de l'État pour le type de mission ou de projet que vous engagez en Haïti? Nous avons eu beaucoup. It's a complicated bureaucracy. We've had great partnerships, for example, with the World Bank, where we were able to relocate a camp of 60,000. But you know, it's a day-to-day learning experience working with the governmental structures, but it's also the only way that you're going to create sustainable change. You have to start that you do something different in Haiti? Say again, to do something different? Would you do something different in Haiti? You have to start your investment again? Well, would I do something different if I had to start it all over again? Yeah, I would have fired myself as country director about 6 months earlier. Thank you. Thank you. Alan, you're coming from Silicon Valley, so you are the tech guy here in this panel. Tell us about tech and how technology can help the young entrepreneurs. So I was really interested in the comments about how the World Bank might actually be able to increase the ability to drive funding for entrepreneurs, which is a tremendously important thing, because for a lot of entrepreneurship, you have to have capital in order to make it work, and substantial amounts of capital. But there's been another change which has occurred over the last 15 years, and it's basically that the tools you need to be a certain kind of entrepreneur are now incredibly cheap. So when we started LinkedIn, this was in 2002 and 2003, we've spent about $800,000 starting LinkedIn. If you were to try to build the product today, you could do it for $50,000. And the reason is that
all of the things that we had to build specially, all the technology we had to actually purchase, all of the payment systems which we had to develop on our own are now off-the-shelf components, which you can essentially get for free. So any entrepreneur who's out there, I would highly recommend you start tonight building an app on Android or iPhone. And the reason is that you can literally have a company up and operating within 2 or 3 weeks and learn what it means to be an entrepreneur. The single most important indicator for being a successful entrepreneur is doing it more than once. So literally, if you can do and fail very cheaply with a couple of iPhone apps, then you can go out and start something with all those lessons and all that experience already under your belt, and you're much more likely to actually be able to succeed. So the technology that Silicon Valley runs on today is now being adopted everywhere. I was amazed with the video because I don't recognize those specific people, but I have met those people everywhere in the world. So whether it be in Dubai or in Jordan, in Beijing, I was literally in Beijing 4 weeks ago, and it could not have looked more like Silicon Valley. The people who surrounded us were the same excited, passionate technology entrepreneurs. That ability is now available to anyone who has a smartphone anywhere in the world. And that's now a very large percentage of the human population. Thank you. Mariana, hasta ahora hemos estado hablando de jóvenes emprendedores. Ahora vamos a hablar con una joven emprendedora que en poco más de un año ha convertido una startup en una empresa solvente y muy útil, desde luego. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de tu proyecto y de tu empresa? Les cuento un poco. Bueno, ya lamentablemente a mí el consejo de Jim me ha llegado 2 años tarde, entonces ya el path de actriz lo dejé detrás por convertirme en emprendedora social. Ha sido un camino realmente, creo que ha superado mis expectativas en todas las formas. Empezamos, como bien dijo Allen, con algo muy simple. De hecho, comenzamos con una empresa que ofrecía servicios de desarrollo web, porque ese era el skill que tenía uno de mis socios. Y empezamos los tres, así, de un día al otro, de manera muy simple. Empezamos en Perú, que es un país que todavía te permite empezar de manera muy barata. Y a través de la experiencia de la empresa nos fuimos dando cuenta que hay un montón de demanda por desarrolladores web, que hay poquísimas mujeres en la industria. Este es un problema a nivel global y en América Latina es muy marcado, con lo cual armar un equipo diverso es muy complicado. Y la tercera cosa que identificamos es que realmente todo el mundo de las tecnologías es muy especial y muy poco tradicional, porque te permite tener una muy buena carrera sin haber pasado por el canal de tener un título universitario, ¿no? Hay todos estos nuevos modelos para formar desarrolladores de manera más corta en el skill puntual, y ya con ese skill puedes comenzar a trabajar. Entonces así decidimos, bueno, ¿por qué no enfrentamos una problemática social enorme en América Latina, que es la falta de oportunidades para jóvenes mujeres de hogares pobres, de hogares de bajos recursos? Y convertimos un problema en oportunidad, ¿no? Este problema de falta de oportunidades en aprovechar el creciente sector de tecnología para enseñarle a jóvenes a programar y ayudarlas a conseguir un trabajo de calidad en una industria que realmente representa futuro, en la que puedan pasar de un poco acercamiento como consumidoras de tecnología a realmente empezar a crear su propia tecnología. Muchas gracias. No sé si Blanca se reconoce algo en el trabajo que está haciendo Mariana. Al menos quizá te reconozcas en el papel difícil, tan complejo que tiene una mujer que quiere abrirse camino como joven emprendedora. Cuéntanos un poco, no digo que nos cuentes tus comienzos, pero sí... Pouvez-vous nous dire comment les choses ont changé depuis que vous vous êtes lancé dans le monde de l'entreprise? Bon, tout d'abord, merci de dire que je suis encore jeune, peut-être pas aussi jeune que Mariana.
les entrepreneurs sont jeunes parce que vous avez énormément d'énergie, de volonté pour faire des choses. Mais évidemment que le monde a changé. Je suis la jeune entrepreneur la plus vieille, sans doute, parce que nous avons commencé dans les années 80 et à l'époque, nous ne parlions pas vraiment d'entrepreneuriat. Il n'y avait pas de tel concept. Et au Mexique, on n'en parlait pas beaucoup. À l'époque, on vous disait, eh bien, vous n'avez pas de travail, donc en attendant, faites plutôt ceci ou cela. Et nous avons démarré avec un groupe d'amis et nous travaillons toujours encore ensemble. Et nous avons dit, nous voulons vraiment nous approprier d'un projet en Amérique latine, au Mexique. Il faut savoir que les grandes entreprises sont là. Elles existent depuis des générations. Elles sont issues de l'industrie traditionnelle il y a presque plus d'un siècle. Et donc, lorsque vous voulez démarrer une nouvelle entreprise, lorsque vous avez une initiative et que vous êtes une femme de surcroît, eh bien, ce n'était pas facile. Vous n'aviez pas beaucoup de visibilité. Et on n'en parlait pas beaucoup. Et j'aimerais vraiment souligner ce point. La clé de l'entrepreneuriat, c'est la passion, c'est votre force de conviction, c'est votre volonté. Vous avez peut-être peu de capital, peut-être que vous n'avez pas les incitations de la part du gouvernement, mais vraiment un élément clé dont vous ne pouvez pas vous passer, c'est la conviction, c'est la passion, c'est de savoir pourquoi vous voulez faire telle ou telle chose. Le fait que nous sommes présents aujourd'hui dans beaucoup de pays est dû à cette conviction, à cette persévérance. Nous n'avons pas bénéficié du soutien de l'État, du gouvernement. Et aujourd'hui, nous sommes en Asie, en Europe, en Amérique. Nous sommes une entreprise privée. Encore aujourd'hui, nous ne sommes pas encore cotés en bourse. Mais lorsqu'on analyse tout cela en profondeur, en fait, ça tient à une seule chose, et ça, c'est la passion, c'est l'ouverture, c'est se tourner vers l'Asie et dire, voilà, nous allons mettre une publicité sur la façade d'un bâtiment. Et aujourd'hui, je peux vous dire que tous ces jeunes entrepreneurs qui arrivent sur le marché ont énormément d'opportunités. Parce qu'aujourd'hui, vous avez accès au capital. On parle beaucoup de l'entrepreneuriat des jeunes. Et ces jeunes sont perçus comme des héros. Même si, ou plutôt, ils peuvent aller au-delà de ces anciennes barrières. Ils n'ont pas peur de l'échec. À l'époque, l'échec, c'était vraiment un stigmate. Et c'est ce qu'on vous disait, c'était le message que l'on entendait. Aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités, et beaucoup d'opportunités vu la demande, les besoins. Il y a un écosystème au sein duquel les jeunes peuvent assumer ce rôle et diriger, être des chefs de file. Il y a beaucoup de problèmes sociaux, comme on le sait, et par conséquent, des entrepreneurs dans le milieu social. Ils peuvent créer de la valeur. Lorsque l'on voit LinkedIn, lorsque l'on voit toutes ces entreprises, il y a d'un côté le besoin, les possibilités de vraiment changer le cours de l'histoire, et puis il y a la création de valeur, l'effet que vous pouvez avoir. Et lorsque l'on regarde les entreprises comme LinkedIn ou Facebook, ce sont vraiment des entreprises qui ont créé un nouveau patrimoine. Nous devons donc trouver le moyen d'encourager les jeunes et ceux qui ne sont plus si jeunes peut-être. Voilà, c'est un effort collégial. Merci. C'est moi qui vous invite ce soir. Ne vous inquiétez pas. Je n'oublierai pas ce que vous venez de dire. Lorsque vous êtes africain, c'est déjà difficile, mais être un entrepreneur en Afrique, c'est encore plus difficile sans doute.
Eh bien, moi, j'ai grandi au Rwanda et nous avons vécu le génocide en 1994. Nous avons traversé cette crise et pendant le génocide, nous avons tout perdu avec ma famille. Et je voulais aider ma famille. J'ai arrêté l'école lorsque j'avais 15 ans, donc je ne suis peut-être pas un modèle à suivre pour les jeunes. J'ai arrêté l'école et j'ai monté mon entreprise. J'ai emprunté 5 000 $ pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Être un jeune entrepreneur, ça veut dire réaliser, et c'est ce qui m'est arrivé, que vous êtes un moteur pour la croissance durable. Et c'est ce qu'a dit le président Kim. Nous devons vraiment permettre à ces jeunes d'agir, les inspirer et les autonomiser. Si l'on y réfléchit bien, les ingrédients clés pour l'entrepreneuriat, et je pense que c'est pareil ailleurs dans le monde, pas juste en Afrique. Vous savez, en Afrique, 75 à 80% de la population sont âgés de moins de 35 ans, donc nous avons une population très jeune et c'est pour cela que nous nous concentrons sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et pas des hommes plus âgés. La seule façon d'avoir un écosystème qui fonctionne bien, c'est d'avoir un accès au capital pour ce qui est de la dette et des fonds propres. Les banques doivent prêter plus aux entreprises et aux PME en particulier. Et le président Kim en a parlé. L'accès au capital sera possible si, et seulement si, les gouvernements ont des fonds dédiés. Et dans la Silicon Valley, le moteur a été, dès le début, le financement précoce. Deuxième élément, c'est l'éducation, l'enseignement informel. L'enseignement informel, c'est important également, à mon sens. L'entrepreneuriat n'est pas enseigné dans le système éducatif. Et donc, le parrainage, le mentoring sont vraiment cruciaux. Donc, créer un système d'enseignement informel, c'est également crucial. Ensuite, il faut avoir les politiques bien adaptées et le président en a parlé également. Nous devons avoir des politiques de la part du gouvernement et les gouvernements doivent changer de mentalité. Les gouvernements ont toujours trouvé des solutions au chômage avec des nouveaux financements. Mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est la création et la création de petites et moyennes entreprises. Et c'est la seule façon de réussir. Et je pense que les entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs doivent également changer de philosophie. Et surtout en Afrique et en Amérique latine, nous avons toujours rêvé d'avoir la Silicon Valley en Amérique latine et en Afrique. Mais ce n'est pas la marche à suivre. Nous devons plutôt voir comment l'Afrique, l'Amérique latine peut aller dans la Silicon Valley, c'est-à-dire créer l'innovation ici et l'exporter. Vous avez toutes ces entreprises exceptionnelles, LinkedIn, Uber et autres ont été créées aux États-Unis, mais rien ne nous arrête, rien ne nous empêche de créer ces entreprises chez nous aussi. En Afrique, nous avons plus d'utilisateurs de la téléphonie mobile qu'en Europe et en Amérique du Nord. Et l'argent mobile est un concept qui a été créé en Afrique. Donc nous avons des capacités d'innovation, mais nous devons être beaucoup plus ambitieux et passionnés. Et nous devons comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un voyage et pas une destination. Quels sont les obstacles majeurs auxquels vous êtes confrontés en Afrique? Les trois obstacles majeurs, c'est les politiques du gouvernement, l'accès au capital et l'accès à l'enseignement informel. Vous savez, on entend souvent dire que les dirigeants de demain sont les jeunes d'aujourd'hui. Nous sommes les dirigeants d'aujourd'hui, en fait. Et nous devons prendre ce rôle très au sérieux. Et la passion, c'est un élément important. Vous devez avoir un rêve, vous devez avoir une vision, mais les bonnes valeurs et l'éthique sont également importantes pour que votre projet soit viable sur le long terme. Le secteur privé doit exercer une pression, mais le secteur public a également un rôle important à jouer pour permettre à cet écosystème de croître. Vous avez dit tout à l'heure que l'innovation et la croissance économique, ce n'est pas la panacée. Vous devez
également garder à l'esprit les conséquences sociales et environnementales d'un projet ou d'une entreprise. Vous avez dit que les entreprises et les jeunes entrepreneurs doivent adopter des normes environnementales essentielles, sociales, solides avant de poursuivre et avant de croître. Pour ce qui est des opportunités pour les jeunes entrepreneurs, il suffit d'avoir un minimum de lucidité et il faut avoir un prix sur le carbone. Et cela va permettre l'innovation et cela va permettre de créer des incitations. Donc toute innovation pouvant contribuer à un environnement plus propre, toute innovation nous permettant de faire ce que vient de dire Sean, c'est-à-dire de changer le mode de culture, d'agriculture, de créer des villes plus propres, eh bien, c'est simple, les opportunités sont énormes. Pour ce qui est de notre engagement pour protéger l'environnement, chaque jeune aujourd'hui dans le monde, peu importe son âge, chaque jeune doit être engagé pour lutter contre le changement climatique. Il y a une vraie prise de conscience. Nous aurons un prix carbone. Et cela signifie qu'il y aura énormément d'opportunités d'entrepreneuriat pour les jeunes. Bon, ça, c'est mon message aujourd'hui pour ce qui est de l'environnement. À l'époque, les entreprises énergétiques étaient contre une taxe carbone. Mais aujourd'hui, la majorité de ces entreprises disent « Allez-y, lancez-vous ». On sait que tout cela a un prix, tout cela a un coût. Les émissions carbone ont un prix et nous devons donc réadapter nos plans commerciaux à cette nouvelle donne. Nous savons qu'il faut le faire, alors il faut se lancer. Il ne faut pas envisager le changement climatique comme une plaie. Au contraire, ça peut être également une source d'opportunités, créer des villes plus propres, même en cas de sécheresse. Nous pouvons augmenter la productivité des cultures. Vous pouvez avoir de nouvelles sources d'énergie avec l'énergie solaire, éolienne. Et donc, les jeunes doivent se pencher sur ce problème et également saisir les opportunités qui se présentent. Sean, pour toute activité, nous devons avoir des leaders, n'est-ce pas? From your experience again, do you see transformation? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous rencontrez des nouveaux leaders qui peuvent apporter un changement? Oui, nous avons commencé avec 30 jeunes Américains et 6 mois plus tard, nous avions 5 non-haïtiens et 250 haïtiens à temps plein. Et aujourd'hui, nous sommes une organisation en fait haïtienne. Et nous n'avons pas fixé des quotas ou quoi que ce soit. Mais les jeunes du pays connaissaient les besoins du pays et sont venus, se sont présentés. Et c'est ce qui nous a permis de rester dans le pays. Nous avons pu être acceptés par nos homologues haïtiens et nous avons permis aux jeunes haïtiens de concevoir le projet eux-mêmes. Il n'y a pas vraiment d'écart. Vous avez parlé de création d'applications. Vous avez encouragé les jeunes à rentrer chez eux et à concevoir de nouvelles technologies. Nous, en tant qu'Américains en Haïti, nous avons parlé d'une inquiétude commune, à savoir le climat. Avant de concevoir une application, il faut penser à tout ce temps que l'on passe devant les écrans, devant nos gadgets. Et ce temps peut être utilisé pour changer notre environnement. Tournez-vous vers la nature et c'est dans la nature que vous allez pouvoir trouver votre inspiration pour une application tout à fait rentable.
Alan, j'ai une question personnelle, si vous me le permettez. Je voulais vous demander, personnellement, ce que vous aviez à l'esprit lorsque vous avez démarré LinkedIn. Qu'est-ce que j'avais à l'esprit? En fait, l'idée, c'était de permettre à tout un chacun d'être aussi puissant qu'un entrepreneur dans la Silicon Valley. Nous sommes convaincus que le travail est possible par des réseaux de personnes qui établissent des liens de confiance, des personnes qui recommandent un collègue, un ami, et cela est évident. La source de la Silicon Valley, c'est le lien entre les personnes qui ont des idées différentes. Donc, prenez un groupe de personnes qui rencontrent un autre groupe de personnes qui ont des idées différentes et ils peuvent importer ces idées. Et nous nous sommes dit que ce réseau peut être formé partout dans le monde. Tout le monde doit pouvoir exploiter un réseau pour pouvoir réussir, aller de l'avant, créer des entreprises, et être couronné de succès. Et c'est vraiment l'idée que nous avions à l'esprit. Nous sommes convaincus que ces 15 dernières années, la technologie a beaucoup changé. La technologie a changé notre vie. Et tous ceux qui veulent protéger l'environnement, par exemple, ont des capacités immense avec ces technologies. Nous avons toutes ces technologies qui nous rendent très puissants. Et je suis sûre que si je vous dis d'aller concevoir une application ce soir, vous serez en mesure de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de ressources, des personnes qui peuvent vous aider, des ressources qui sont en ligne sur Internet. Et vous pouvez également puiser dans des réseaux comme LinkedIn, Facebook. Vous avez tous les outils à votre disposition pour changer la donne localement dans vos communautés pour protéger le climat et l'environnement. Tous ces outils sont autour de vous. Mariana, comment avez-vous été appuyée dans votre projet d'entreprise? Je parle ici d'entreprises publiques, d'institutions plutôt publiques. Et si vous n'avez pas bénéficié d'aide, il serait peut-être temps d'en demander. Non, nous avons eu énormément d'aide. Le fait que je sois présente ici aujourd'hui montre bien que nous avons été aidés et appuyés. J'admire des personnes comme Blanca. Et ça a été difficile pour elle, j'en suis sûre. Et ça a été difficile pour nous également. Nous travaillons dans le domaine de l'entrepreneuriat social et aujourd'hui, nous sommes une sorte de référence. Il y a beaucoup de jeunes qui nous admirent et nous pouvons inspirer les jeunes, des jeunes qui vivent dans des villes, qui sont confrontés à des problèmes quotidiennement et des jeunes qui se disent « Tiens, ce ne sera pas le gouvernement qui s'en chargera, moi-même, j'ai la possibilité de faire quelque chose et de changer la donne. » Et je pense que c'est très important. Dans notre cas, nous avons bénéficié d'aide. L'aide n'a pas toujours été facile d'accès ou gratuite, mais beaucoup de portes se sont ouvertes devant nous. Nous avons été appuyés par le Conseil national de la science et de la technologie, qui a permis de mettre à l'épreuve notre modèle et de le mettre à échelle. Et ça, c'est un très bon exemple de comment le gouvernement peut être efficace. J'ai pris la parole lors d'une conférence et quelqu'un, à la fin de la conférence, m'a dit « C'est super, voilà ce que doit faire le gouvernement, voilà comment il peut aider à développer des projets comme le vôtre. » Nous avons donc eu beaucoup de chance. Nous avons œuvré dans un environnement où il y avait beaucoup de soif de création, d'entrepreneuriat. Et tous les jours, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent voir le Pérou, l'Amérique latine aller de l'avant grâce aux jeunes qui prennent des risques.
Et nous avons également bénéficié d'une grande visibilité, ce qui a été positif pour notre entreprise, mais également pour les jeunes filles. Et vraiment augmenter les bénéfices. Mais évidemment, nous avons besoin davantage de soutien. Nous en sommes encore qu'au début. Cette dernière année a été vraiment intense, mais nous devons maintenant passer à la phase de consolidation, comprendre comment avoir un impact social, mais de façon viable. Donc, si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées, des personnes qui pourraient nous aider, aider les femmes et la technologie, nous sommes preneurs. Creo que es un tema importante e interesante. En fait, cette question est à la fois importante et intéressante. Le rôle du gouvernement, notamment. Le rôle du gouvernement et son interaction avec les jeunes entrepreneurs. Moi, depuis 30 ans que je suis journaliste, je dois dire que je suis devenue cynique à l'égard des gouvernements. Et donc, lorsque j'apprends que le gouvernement écoute les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs dans le domaine social, il s'inquiète un petit peu. Alors, je ne sais pas si les gouvernements sont plutôt une aide ou un obstacle, mais Blanca, quel est votre avis sur ce point? Quelle est votre expérience personnelle du rôle des gouvernements? Vous avez une entreprise énorme avec de nombreuses filiales dans le monde entier. Vous avez eu à travailler avec des gouvernements venant d'horizons très différents, avec des caractéristiques très différentes. Quel est votre sentiment sur ce point? Eh bien, moi, je pense que lorsque l'on parle d'entrepreneurs que l'on veut encourager, on parle de tout un écosystème. Il est évident que le gouvernement joue un rôle essentiel. Mais à tous les niveaux, commençons par le niveau de l'éducation, par exemple. Je suis certaine qu'à un moment ou à un autre, nous nous sommes dit qu'il fallait éduquer les entrepreneurs, les encourager dans leur carrière, les préparer finalement à ce rôle d'entrepreneur. Mais pensez à ces jeunes enfants qui sont en primaire, qui veulent faire quelque chose de différent, qui ne veulent pas écouter les ordres de la maîtresse. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes qui résistent? On les envoie voir le directeur parce que ce sont des jeunes qui ne veulent pas respecter les règles. Et donc, dès leur plus jeune âge, ces jeunes qui finalement sont différents, eh bien, vous essayez de les réprimer. Alors, lorsque l'on pense au rôle du gouvernement, il est évident que le gouvernement a un rôle à jouer, un rôle de facilitateur. Vous l'avez dit il y a quelques instants, il est facile d'ouvrir une société en 2 jours. En Amérique latine, il vous faut au moins plusieurs mois. Mais le gouvernement peut jouer un rôle et faciliter les choses et accélérer le processus. Ce sont les premiers d'ailleurs à donner un soutien économique aux entrepreneurs. Mais ce sont les initiatives privées, c'est le secteur privé qui a aussi un rôle important à jouer. Il faut encourager, inciter cette évolution, ce développement. Je dis que nous sommes le fruit d'une culture d'entrepreneurs parce qu'en fait, il faut prendre ces jeunes qui ont des idées nouvelles, des initiatives et les pousser à lancer ces initiatives. Je pense donc qu'un mélange du secteur privé et du gouvernement est un mélange essentiel. Il faut évidemment ménager un bon équilibre. Et puis, il y a l'aspect culturel. Qu'est-ce que nous faisons pour véritablement encourager nos enfants ou nos jeunes, les aider à finalement être acteurs de changement? Je reviens à ce que vous avez dit, le gouvernement doit finalement fixer les conditions pour que cela soit possible. Dans certains pays, on leur demande, s'ils ne veulent pas soutenir, au moins de ne pas créer d'obstacles. Mais je pense que dans certains pays, le gouvernement doit apporter des réponses. Moi, je vous aide parce qu'un jour, vous m'aiderez aussi à résoudre des difficultés. Donc, on est bien au-delà de la simple création d'emplois ici. On parle de solutions à un problème. Il y a des gouvernements qui le comprennent mieux que d'autres et ce sont
dans ces pays-là que l'on voit une implication énorme des gouvernements pour répondre aux besoins de leur pays. En Afrique, par exemple, on a entendu parler de ce qui se passe en Inde aussi. Il y a beaucoup à faire et je suis certaine qu'il faut donner à ces jeunes la possibilité de faire quelque chose. Donc, il est évident que les gouvernements ont un rôle important à jouer. Mais ce sont nous, ceux qui ont les moyens d'aider en apportant des fonds, en jouant le rôle de facilitateur, nous allons pouvoir contribuer à créer un écosystème beaucoup plus fort, beaucoup plus solide. Il est évident que les gouvernements peuvent nous aider. Nous voulons tous le soutien de nos gouvernements, mais je pense que c'est un besoin qui en réalité est réciproque, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux. Les gouvernements doivent en réalité énoncer les conditions, fixer les conditions pour que nous puissions ensuite les aider à apporter une solution. Mariana, si vous avez besoin d'investissement, je ne suis pas aussi jeune que vous, mais je serai heureuse de vous soutenir du mieux que je peux. Alan. En fait, un moyen d'aider Mariana et l'organisation de Mariana, c'est de recruter les jeunes filles qu'elle forme. Donc, si vous voulez ouvrir une entreprise, eh bien, recrutez une de ces jeunes. Nous parlons du rôle du gouvernement. En réalité, ce que nous pouvons dire, c'est que le gouvernement est peut-être joue un rôle plus important dans les pays où la production est plus élevée. Blanca, s'il vous plaît. Moi, je pense que la corruption, c'est un fléau qui touche toutes les activités possibles et imaginables. Certes, il peut être douloureux de constater parfois que le gouvernement va en réalité allouer des fonds pour promouvoir les jeunes entrepreneurs et puis en réalité on se rend compte qu'ils ne font que transférer ces fonds pour soutenir d'autres projets qui n'ont rien à voir avec les jeunes entrepreneurs. Alors vous avez l'impression que vous sacrifiez d'une certaine manière l'avenir de ces jeunes. Mais il faut savoir que la corruption en réalité elle touche tous les domaines d'activité. Il est triste de voir à quel point la corruption est présente. Et ce qui me préoccupe, c'est que cela signifie que nous sacrifions pas uniquement l'avenir d'un entrepreneur, mais nous sacrifions aussi l'influence que cet entrepreneur pourrait avoir. Malheureusement, la corruption, elle est insidieuse, elle est partout. Vous la retrouverez partout, dans tous les domaines d'activité et dans toutes les régions du monde. Néanmoins, nous devons trouver les moyens de lutter contre ce phénomène. Peut-être qu'un jeune entrepreneur va trouver une solution miracle pour lutter contre la corruption en la rendant visible. Et peut-être à ce moment-là qu'il faut-il encourager les entrepreneurs dans le domaine social et de cette façon faire apparaître clairement des actes de corruption pour pouvoir mieux lutter contre. Alors, est-ce que le gouvernement est une aide ou un obstacle? Un gouvernement en Afrique? Je dirais que dans l'ensemble, il y a eu une réelle transformation, c'est-à-dire que l'on peut maintenant obtenir une aide du gouvernement. Vous avez dit qu'en Amérique latine, il faut plusieurs mois pour mettre en place une entreprise. Eh bien, en Afrique, il faut plusieurs heures pour créer une entreprise. Donc, c'est une réalité. Ce continent africain, il connaît une évolution positive avec de nombreuses transformations. Maintenant, pour ce qui est de la question de la corruption, c'est un phénomène important et nous devons lutter contre. Mais il faut savoir qu'il n'y a de corrompus que s'il y a des corrupteurs. Et donc, il est important, nous, en tant qu'organisateurs, de ne pas nous impliquer dans ce jeu. C'est véritablement un phénomène qui va dans les deux sens.
Moi, je travaille en Afrique depuis près de 20 ans maintenant et tout ce que nous avons fait sur 25 pays différents, en fait, tout ce que nous avons fait a été fait en respectant les règles et les lois. Est-ce que cela a entraîné des frustrations? Oui, bien entendu, mais dès que nous avons rencontré des personnes qui souhaitaient obtenir des pots de vin, nous avons immédiatement fait publier à la première page du journal national exactement ce qui s'était passé. Et cela sensibilise, cela crée une certaine conscience. Il est très facile de se mettre en retrait et de montrer du doigt les gouvernements. Ça, c'est très facile. Mais ce phénomène va dans les deux sens. Et donc, il faut que nous demandions à nos gouvernements de rendre des comptes, que nous soyons jeunes ou pas. Et d'ailleurs, il y a des choses très simples qui peuvent être faites. En tant que jeune entrepreneur, lorsque j'ai commencé, je n'avais même pas une entreprise enregistrée au départ, simplement parce que je ne comprenais pas pourquoi je devais le faire. Pourquoi est-ce que je dois créer une entreprise? Pourquoi est-ce que je dois payer des impôts? Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, en tant qu'entrepreneur? Je ne fais que perdre. Mais lorsque vous comprenez qu'il est important de créer une entreprise pour essayer de lever des fonds à l'avenir, tout cela est utile. Mais les gouvernements peuvent aider ces jeunes en créant notamment des encouragements au niveau des incitations fiscales et va permettre ainsi au secteur informel de faire partie du secteur formel. Moi, ce que j'ai constaté en Afrique, c'est que les gouvernements comprennent le rôle des jeunes entrepreneurs et des femmes entrepreneurs dans nos économies. Donc la situation évolue. Est-ce qu'ils peuvent faire plus? Bien entendu, toujours. Mais je pense que nous avons notre part de responsabilité, que c'est un point qui va dans les deux sens. Je dois partir malheureusement, mais je voudrais juste dire quelque chose. D'abord, que cette réunion a été fascinante pour moi, très porteuse, et je veux que vous sachiez que je vais en parler, que je vais le mettre sur ma page LinkedIn, et que j'ai maintenant 996 000 personnes qui me suivent. Donc, si vous tous dans la salle et tous vos amis me suivent sur LinkedIn, eh bien, j'aurai 2 millions de personnes qui me suivent. Je vous remercie. Je vais occuper le siège du président, mais pas pour très longtemps, ne vous inquiétez pas. Sean, j'aimerais connaître votre avis sur ce point, sur le rôle des gouvernements pour soutenir ou non les jeunes entrepreneurs. Alors, à vous écouter, je pensais à la situation électorale actuelle aux États-Unis. Non, mais ça n'était pas ma question. Mais bon, allez-y. En fait, un système électoral qui est devenu extrêmement imprévisible. Et pour moi, c'est l'occasion de dire que il n'est pas possible pour un gouvernement de fonctionner si les citoyens ne participent pas dans le système électoral. Donc, pour établir un lien avec les jeunes entrepreneurs, eh bien, s'il faut que nous ayons une vision aujourd'hui, il me paraît raisonnable de dire que dans les 25 prochaines années, cette vision, ce ne sera pas d'avoir une qualité de vie qui est meilleure ou quelque chose qui est plus accessible aux riches qu'aux pauvres. C'est la première fois dans l'histoire de l'homme que ce soit en raison de changements climatiques ou de guerre, en fait, le gouvernement ne garantira pas le bien-être de vos familles ou de vous. Et donc, il faut présenter des visions et des technologies et faire des investissements qui ne sont pas faits pour soi-même. Je pense que ce sont les jeunes qui sont le plus
conscients de cette situation parce que ce sont eux qui n'ont connu finalement que cette époque-là. Donc vous me dites quel est le rôle du gouvernement. Je dirais qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité, en tant que citoyens, de diriger nos gouvernements. C'est-à-dire que de petits groupes qui font de petites actions ont autant de pouvoir que des grands groupes qui organisent de grandes actions. En effet, il y a un changement dans l'équation et les citoyens ont véritablement la possibilité d'influencer la voie que suit leur gouvernement. En fait, 75%, depuis que je suis née, 75% des grands ont disparu. Si nous voulons véritablement faire avancer les choses, si nous voulons partager ou une vie qui soit véritablement juste, eh bien, il faut partager les richesses qui existent dans le monde. Et c'est quelque chose auquel je réfléchis souvent et je pense qu'il faut que nous fassions évoluer notre vision des gouvernements et le rôle que nous donnons aux gouvernements dans nos vies. Quelle est leur responsabilité? Est-ce que nous ne devons pas prendre nos responsabilités d'abord à l'égard de ces grands phénomènes tels que le changement climatique notamment? Sean, un exemple du fait qu'une bonne réponse est souvent bien meilleure qu'une bonne question. Une question pour Alan maintenant. Un peu avant, vous avez parlé des outils, des moyens qui sont nécessaires pour ces jeunes entrepreneurs. Alors, certains veulent, notamment dans les questions que nous avons reçues, savoir comment on utilise LinkedIn. Eh bien, merci de me donner l'occasion de vendre mon produit. Comme je l'ai dit, en fait, le point essentiel, c'est de connecter des personnes, de travailler ensemble pour obtenir les meilleurs résultats. Donc, ce que vous faites si vous utilisez LinkedIn, c'est de créer un réseau et d'aider finalement les personnes ou les membres de votre réseau à atteindre leur objectif et eux ensuite vous atteindront à atteindre le vôtre. C'est comme ça que fonctionne LinkedIn. Il y a d'autres choses que nous pouvons faire à mon avis. Et je pense notamment à cette question relative au rôle du gouvernement et également à cette question relative aux écosystèmes. Vous avez parlé du manque de prévisibilité du système électoral américain, c'est vrai. Mais lorsqu'à Washington, je parle à ces élus et qu'ils me disent ce qui compte pour eux, eh bien, on voit que ces candidats, en fait, ce qu'ils veulent, c'est véritablement créer des emplois. Que ce soit, quelle que soit finalement leur couleur politique. Ils sont tous d'accord sur ce point. Et c'est quelque chose que l'on constate ailleurs. Parler au roi de Jordanie, parler à n'importe quel dirigeant, eh bien, ce qu'ils veulent, c'est créer des opportunités et ils aimeraient pouvoir trouver le moyen d'y parvenir et de créer quelque chose qui fasse vraiment la différence dans leur pays. Donc, un gouvernement a la capacité de véritablement changer les choses, de faire évoluer les choses. Mais pour ce faire, il faut en réalité investir dans l'entrepreneur qui va faire évoluer l'économie. Donc, ceux qui veulent investir doivent faire des investissements dans l'infrastructure avant tout, c'est-à-dire veiller à ce que lorsque l'on lance un projet, eh bien qu'il a véritablement la possibilité de grandir, et puis qu'il faut également investir dans l'éducation, mais pas n'importe quelle forme d'éducation. Le travail que vous faites, c'est en réalité le début d'une grande vague d'entrepreneurs dans le monde de l'éducation. La façon dont vous formez ces jeunes, c'est quelque chose qui est en parfaite harmonie avec ce que l'on doit faire dans son activité professionnelle aujourd'hui. Utilisez un outil comme LinkedIn pour créer des relations, mais si vous impliquez des gouvernements, eh bien, il faut veiller à ce que ces gouvernements tiennent compte de ce dont les entrepreneurs ont besoin pour réussir. Des capitaux, bien entendu, mais il faut surtout que le terreau soit fertile, aussi fertile que possible, pour que ces entrepreneurs puissent lancer des projets qui avancent. Alan, est-ce que vous n'êtes pas en train de créer des attentes auxquelles finalement nous ne pourrons pas répondre? Est-ce que finalement la technologie a tant d'importance que cela?
vous dites aux jeunes, voilà, vous avez accès à tout, et parce que vous avez accès à tout, vous êtes très puissant, vous pouvez tout faire. Est-ce que vous ne créez pas de faux espoirs? Je comprends très bien ce que vous avez dit. Moi, je pense sincèrement que ce type de technologie ouvre des horizons extraordinaires et nouveaux. Lorsque l'on parle des problèmes que l'on doit résoudre en tant que planète, eh bien, les solutions à ces problèmes, ce sont des solutions techniques essentiellement. Si vous voulez lire un ouvrage sur la technique, il est intitulé Abondance, il a été rédigé par Peter Diamandis et il présente la manière dont la technique peut changer le monde. Mais son idée de base, son postulat de base est le suivant. Si vous regardez le monde aujourd'hui et que si tout le monde vivait comme un occidental, eh bien il faudrait 4 planètes avec les ressources que nous avons pour pouvoir répondre aux besoins d'occidentaux. Et ça, c'est quelque chose qui ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens parce que ça signifie que l'on occasionne un gâchis extraordinaire. Mais cela aussi signifie également que quel que soit notre effort de recyclage, nous n'y arriverons pas. Donc forcément, pour trouver des solutions, il faut choisir des techniques qui vont nous permettre de trouver de nouvelles opportunités. Il y a 20 ans, 30 ans, personne ne croyait que la technologie allait résoudre tous nos problèmes. Mais si vous regardez ce que nous sommes en mesure de faire aujourd'hui, si vous regardez l'évolution depuis 20 ans seulement, eh bien là, on peut faire preuve d'optimisme. En fait, la semaine dernière, 3 annonces différentes dans 3 pays différents concernaient des personnes qui créent des systèmes de transport public qui ne nécessitent pas de chauffeurs. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible il y a 2 ans. Donc, les choses évoluent extrêmement rapidement. Dès l'instant où vous avez un entrepreneur, il crée des opportunités pour beaucoup d'autres personnes. En fait, c'est l'occasion pour cet entrepreneur de faire évoluer la façon dont nous vivons. Merci. Mariana, vous acquiesciez, j'ai vu pendant qu'Alan parlait. Quel est votre sentiment? En fait, il faut croire au pouvoir de la technologie, le pouvoir de ces petits instruments. C'est assez difficile de faire dans notre entreprise, c'est de créer un nouveau système d'éducation qui dépend, enfin, du métier que vous voulez choisir. Aujourd'hui, aller à l'université, c'est le seul moyen d'avoir une réelle carrière. Mais il faut savoir que ça n'est pas équitable, que l'accès à l'université n'est pas garanti pour tous. Et donc, on utilise la technologie. En fait, le meilleur moyen d'apprendre, c'est Google. Toutes les informations sont là. Toutes les filles qui viennent chez nous, très souvent, elles n'ont utilisé que Facebook. C'est leur seul moyen de se connecter sur Internet. Et ce que nous faisons, c'est de leur faire comprendre qu'en réalité, elles ont la possibilité d'apprendre toutes seules parce que toutes les sources d'informations sont là. Donc, il faut faire évoluer les mentalités pour que ces jeunes tirent parti de toutes les ressources qui existent en ligne pour apprendre, pour améliorer leur éducation et garantir un meilleur avenir. Alors, sur ce point, il faut quand même aussi faire preuve de scepticisme sain sur les informations qui sont en ligne, quand même, hein. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez raison. Mais par contre, LinkedIn, vous pouvez croire tout ce qu'ils vous disent. Non. Alors, l'élément important, c'est que cette éducation dont parle Mariana, elle est importante pour créer des entrepreneurs, mais elle est également importante pour établir des liens entre des personnes qui ne sont pas forcément des entrepreneurs, mais qui veulent travailler dans des entreprises qui tirent parti de la technologie qui existe aujourd'hui. Aux États-Unis, aujourd'hui, nous travaillons avec une fondation Yalcoa, qui est un grand producteur aux États-Unis. Ils ont 600 000 postes pour faire un travail de production avancée, notamment un travail extrêmement
avancée et ils ont 600 000 postes à pourvoir. Et ils n'arrivent pas à pourvoir ces postes parce qu'en réalité, ils n'ont pas les jeunes qui ont les formations nécessaires. En 2025, il y aura 4 millions de postes de cette nature. Ce sont des emplois extrêmement intéressants qui payent très bien. Donc, si par exemple, vous savez souder sur une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique, vous allez gagner beaucoup d'argent très rapidement. Donc, il vous faut obtenir les compétences pour arriver à cet emploi. Il faut établir un lien entre l'éducation et les besoins de nos entreprises. Ça, c'est une opportunité extraordinaire. Le travail que vous faites, Mariana, est fondamental pour faire évoluer cette situation. J'aimerais ajouter une chose. Ce que dit Alan est vital. En effet, la technologie nous a permis de multiplier l'échelle des connaissances. En fait, nous avons en réalité, notre fondation, créé un outil pour les entrepreneurs qui donne des conseils, une formation, la possibilité de se préparer en tant que jeune entrepreneur sur son téléphone gratuitement. Et il y a moins de 12 mois, nous avons lancé cette application et nous avons maintenant beaucoup d'entrepreneurs, plus de 600 000 entrepreneurs sur cette plateforme. Je passe maintenant à ma casquette différente en tant que conseiller des Nations Unies. Nous allons lancer cette plateforme dans beaucoup de pays. Ce type de technologie va nous permettre de toucher 10 millions d'entrepreneurs dans les quelques années qui viennent. C'est quelque chose qui n'est pas possible sans la technique et c'est quelque chose qui est gratuit, c'est extraordinaire. Cela permet d'établir un lien entre les entrepreneurs et des entrepreneurs qui ont réussi, comme LinkedIn, qui deviennent des mentors et également des personnes extraordinaires comme Sean, qui sont des sources d'inspiration dans le monde de l'art, mais ailleurs également. Cela permet à n'importe qui dans le monde entier d'établir un lien avec des mentors, où qu'ils se trouvent. Blanca, une question pour vous, une question un petit peu différente de la précédente, différente de celle qui concernait le rôle des gouvernements pour les jeunes entrepreneurs. J'aimerais vous poser la question suivante. À votre avis, comment est-ce que les grandes entreprises peuvent aider les jeunes entrepreneurs, les petites entreprises à grandir, à évoluer et à grandir? Comment est-ce que vous, les grands, vous acceptez cette concurrence sans vouloir les détruire? Eh bien, c'est précisément la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que je crois fermement au rôle que nous pouvons jouer, que nous devons jouer pour justement sensibiliser finalement les grandes entreprises à cette question. Comment est-ce que nous pouvons le faire? C'est faciliter l'intégration. Imaginez une start-up qui doit avoir accès pas uniquement aux capitaux, mais au marché, c'est-à-dire être recrutée par le marché. Eh bien, la première chose à faire, c'est de garantir cette intégration, ce changement productif dont vous avez parlé. Moi, toutes ces jeunes filles qui passent par votre programme, vous allez les former. Et ensuite, une entreprise comme la mienne va dire, écoutez, moi, mes services, mes produits vont essayer de recruter alors vos services et vos produits pour les faire évoluer. Vous avez aussi le gouvernement qui doit aller chercher ses services ou ses produits parmi les petites entreprises, parce que souvent, ces petites entreprises ne manquent pas de capital, mais elles manquent de demandes, de consommateurs. Et puis, nous devons jouer un rôle pour être certes mentors, mais également consommateurs de vos produits, de vos services. Comment est-ce que nous le faisons sans avoir peur de la concurrence? Eh bien, je crois qu'il est important de comprendre aujourd'hui que les opportunités sont énormes. Et si vous êtes assez mûr, eh bien, vous voyez ces jeunes non pas comme une concurrence, mais comme un complément à ce que vous faites vous-même. Quelque chose ou des entreprises qui vont apporter une valeur ajoutée. Si vous bloquez une start-up parce que vous avez peur de la concurrence, eh bien, il y a quelque chose dans votre modèle qui ne fonctionne pas. Si vous pensez qu'une petite start-up peut véritablement vous faire du mal, alors vous ne voyez pas les opportunités qu'elle vous offre et que ces jeunes entrepreneurs sont en réalité là pour venir renforcer votre propre entreprise. Donc, ces entreprises comme Uber et Amazon, il faut non pas se demander comment on peut les bloquer, mais comment ils peuvent en réalité faire avancer votre propre entreprise. Donc,
il faut parrainer finalement ces jeunes entrepreneurs, leur permettre de s'intégrer, les exposer au marché, et il faut que vous soyez les premiers à croire en eux. Il y a des milliers de jeunes qui travaillent dans nos entreprises, il y a des milliers de personnes qui nous regardent et qui regardent les opportunités que nous créons. Eh bien, il faut que nous permettions à ces jeunes de créer ces opportunités, soit au sein de votre entreprise, soit au sein de leur entreprise. C'est quelque chose qui est égoïste en réalité, parce que si vous les utilisez, ils peuvent vous aider à évoluer vous aussi. Donc il faut les considérer comme une occasion d'évoluer plutôt que comme un défi. Et si vous les considérez comme un défi, un obstacle ou une concurrence, alors il faut probablement réfléchir un petit peu à la façon dont vous travaillez. Une question pour Assise. Vous avez parlé de jeunes entrepreneurs qui transforment des continents comme l'Afrique. Parmi le public, il y a quelqu'un qui vous demande quand est-ce que ça va se faire? Quand est-ce que ces jeunes vont transformer l'Afrique? Eh bien, ils la transforment déjà. Moi, ça fait 19 ans que je le constate. Surtout depuis 5-7 ans maintenant, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Malheureusement, on a tendance à oublier la taille de l'Afrique. En fait, l'Afrique est plus grande que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Inde et la Chine réunis. Donc nous représentons 54 pays différents, 54 lois différentes, des parlements différents, des gouvernements différents. Parfois, on a trop tendance à généraliser. Et parfois, cette généralisation, elle est un petit peu négative et pas toujours positive. Mais je dirais que ces changements, ils se produisent aujourd'hui. En fait, 6 des 10 économies qui évoluent le plus vite, le plus rapidement dans le monde aujourd'hui, elles sont africaines. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon livre, Le lion se réveille, je l'explique. J'ai écrit ce livre, j'étais très jeune, donc il y a peut-être des fautes grammaticales. Mais je pense que ça vous montre l'Afrique d'aujourd'hui. Et que notre vision de l'Afrique d'aujourd'hui, elle ne correspond pas forcément à la réalité. Une dernière question pour Sean. Qui va gagner les élections américaines, les prochaines, veux-je dire? Non, ce n'était pas ma question. Mais c'était le public qui voulait savoir, en ce qui concerne les jeunes entrepreneurs dans l'industrie du cinéma. Y en a-t-il? Eh bien, l'industrie du cinéma a toujours été à haut risque. Et d'ordinaire, il s'agissait au départ d'être défini par les sociétés qui avaient les salles de cinéma, donc qui vendaient suffisamment de pop-corn et de Coca-Cola pour faire en sorte que ce soit une valeur pour l'industrie. Alors aujourd'hui, bien sûr, au niveau supérieur et général, si vous voulez, pour des grands films de genre, pour arriver à ce niveau-là, aujourd'hui, ça n'est pas un start-up, je peux vous dire. Et donc, ce qui existe, ce sont effectivement le financement de masse, pour la bonne raison qu'on commence à faire des films. La technologie existe pour faire un récit, et ce, sur un petit pied aujourd'hui. Et d'ailleurs, on pose des questions sur la génération qui arrive aujourd'hui et avec laquelle il va falloir que je rattrape. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est que la légitimité du grand écran a été partagée aujourd'hui avec tout ce qui est fait maison. Les personnes âgées aujourd'hui, je veux dire ceux qui ont 19 ans, déjà aujourd'hui, ne veulent plus aller en salle de cinéma pour voir du contenu et des récits. Ils veulent rester chez eux, ils veulent les voir, ces films, comme si c'était un club de livres. Ton voisin vient, voit le film ici, et il y a une petite page, on rédige la chose. Quand ils vont au cinéma, en salle, veux-je dire, c'est en général pour aller voir les grands films de genre. Et d'ailleurs, le contenu est plus difficile aujourd'hui, matière à réflexion. Donc moi, je suis complètement sortie de la génération. Je n'ai jamais vu un épisode de toutes les émissions que l'on voit sur les réseaux, sur les grandes chaînes, que je ne sais même pas comment y accéder. Donc, on m'a posé la question et encore une fois, je suis seule dans la salle de cinéma en train de regarder un film avec des acteurs et qui raconte une histoire. Merci. Merci mille fois.
Je vous remercie tous, mais nous sommes arrivés donc à l'heure finale et donc il va nous falloir conclure maintenant. Merci mille fois.